Allô, allô, chers amis de l'école de la famille Efata. Je rends grâce à Dieu pour ce nouveau jour qu'il m'accorde de vivre. Et je rends grâce aussi à Dieu pour la nouvelle journée qu'il vous accorde aussi. Je voudrais simplement faire un constat ce matin. Un constat sur la famille, la fondation, comment les gens fondent leur famille. C'est un constat qui m'a amené à réfléchir énormément. Et voilà mon constat. J'ai constaté que beaucoup de gens fondent des familles, mais sans aucune formation au préalable. Fonder une famille sans aucune formation au préalable. Et lorsque je leur pose des questions de savoir comment cela se passe, pour eux, c'est tout à fait naturel. C'est tout à fait naturel. Ils disent qu'ils sont issus déjà d'une famille, donc ils savent comment diriger une famille, comment gérer une famille, etc. Alors, la réflexion que moi je mène est celle-ci. La famille que tu fondes est pour la vie. J'ai l'habitude de dire que il n'y a pas de retraite en matière de famille. Au boulot, tu vas prendre une retraite à un certain moment, mais en famille, c'est jusqu'à ce que la mort te sépare des membres de ta famille. Alors, lorsqu'il s'agit de création d'entreprises, les entreprises économiques, ou comment créer une association, beaucoup courent derrière des formations, des techniques, des méthodes. Or, une association, une entreprise économique ou sociale, elle est temporaire, j'allais dire, à comparer à la famille qui est pour la vie. Et comment se fait-il que nous recherchions les meilleures techniques, les meilleures méthodes de création d'entreprises ou d'associations et que nous ne voulions pas chercher les méthodes et les techniques aussi pour fonder une famille où il y aura la joie, le bonheur? C'est la question que je me pose. Et cela me pose réellement de sérieux problèmes. Alors, je connais des gens, et j'en connais toujours, ils sont très très performants au boulot, dans leur entreprise, au service administratif, parce que justement, ils ont eu une formation professionnelle dans ce domaine. Ils ont d'abord été à l'école, ils ont fait des études dans tel ou tel domaine. Ensuite, ils ont eu une formation professionnelle pour travailler dans ce domaine-là. Mais ces mêmes gens qui sont performants à l'entreprise, au service administratif, au boulot en général, mais ces mêmes gens, souvent je les retrouve avec des milliers de problèmes en famille. Ils ne savent pas comment communiquer avec leurs conjoints, ils ne savent pas comment communiquer avec les enfants, ils ne savent pas comment créer une harmonie conjugale et familiale. Et cela va avoir une répercussion sur leur boulot, bien sûr. Et j'ai beaucoup préparé des gens au mariage et j'ai vu d'autres personnes le faire aussi. Et mon constat est que souvent il y a des gens qui veulent escamoter le temps de préparation. Ils trouvent que c'est trop long, on n'a pas besoin de tout ce temps pour pouvoir se marier. Les préparations au mariage, c'est surtout dans les églises, que ce soit l'église catholique ou l'église protestante. Le mariage civil, vous partez rencontrer le maire et puis il vous parle seulement de quelques lois du code des personnes et de la famille et c'est tout. Dans certains pays européens ou en Amérique que je vois, tu vas même t'inscrire
Il y a aucun dialogue entre vous et celui qui va célébrer votre mariage. Vous faites l'inscription, c'est tout. Et vous partez vous marier. Donc, là où il y a préparation au mariage, certaines personnes trouvent que c'est trop long, ça prend beaucoup de temps. Et ils veulent escamoter. Mais quand je considère les échecs, j'ai envie de dire que il y a plus d'échecs dans les familles, dans les mariages, dans les couples, qu'il y en ait dans les entreprises économiques. Je remarque beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus d'échecs en famille que je ne remarque au boulot. Alors, est-ce qu'il n'y a pas mieux de revoir cette manière de faire? Parce que rien n'est naturel. Un ami m'a dit un jour que il a vu son papa gérer sa famille, il a vu sa maman vivre, donc il sait ce que c'est qu'une famille et comment gérer une famille. J'ai dit oui, c'est bien, mais cela ne suffit pas. Et je lui ai posé simplement une ou deux questions. Est-ce que la famille que tes parents ont créée est un bon modèle? Un. Deuxièmement, est-ce que ce que ton père ou ta mère a fait dans sa famille et qui a peut-être marché va automatiquement fonctionner chez toi dans la famille que tu es en train de créer? Je le rappelle assez souvent, les succès d'hier ne garantissent rien pour ceux d'aujourd'hui et ceux de demain. Donc, ce qui a marché peut-être dans la famille et que ton père et ta mère ont créé, ont fondé, ce n'est pas sûr que cela marche dans la famille que toi tu vas créer avec ton conjoint ou ta conjointe. Ça, je suis presque à 90-98% sûr. Et ceux qui ont voulu transposer les expériences qu'ils ont vécues en famille, ils ont voulu transposer ça tel quel, souvent, ça n'a pas marché. Alors, est-ce que il n'est pas temps de, de, de revoir la façon dont nous fondons nos familles pour prendre le temps de nous préparer? Et la préparation peut se faire à travers des cours bien organisés dans des institutions comme les églises. Tu peux aussi aller te documenter en livre et lire abondamment ces livres-là pour avoir l'expérience d'autres personnes, pour savoir mais c'est quoi même le mariage, c'est quoi même la famille. J'ai, je souris parce que j'ai même vu des gens qui, à la préparation au mariage dans certaines églises, et ils ont gardé la sale habitude du lycée, ils veulent tirer les cours, comme on dit chez nous. C'est-à-dire, ils veulent feinter et ils s'absentent, voilà, à certains cours. Ça, c'est un peu premier constat. La, la dichotomie, ou du moins le hiatus qu'il y a entre le désir ardent de plus d'un, de beaucoup de gens, de fonder des familles, et le manque de préparation, le manque de formation adéquate. Vous voyez, on dit aujourd'hui que les gens, les jeunes font beaucoup d'études, mais après, ils ne gagnent pas beaucoup, ils ne gagnent pas facilement de l'emploi. Pourquoi? Parce que il y a un problème d'adéquation, il y a une inadéquation entre ce qu'ils ont étudié et le marché de l'emploi, les exigences du marché de l'emploi. Je me suis demandé aussi, est-ce que
nous qui voulons nous marier, est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation entre ce que nous sommes et les réalités du mariage et de la famille? Et s'il y a cette inadéquation, il faut la résoudre pour que le mariage et la famille puissent atteindre leurs objectifs. Mon deuxième constat, c'est quoi? C'est que parfois on ne fait pas attention aux différents types de mariage. Et je note simplement 3 types de mariage. Le mariage coutumier, le mariage civil et le mariage religieux. C'est les plus connus. Et chaque type de mariage a ses exigences, ses règles et ses principes. Et sa vision de la vie aussi. Et les gens passent d'un type de mariage à un autre. Ils font le coutumier, ils vont faire le civil, ils vont faire le religieux. D'accord, c'est très bien. Parce que tu respectes ta famille, tu respectes aussi ta société, tu respectes aussi ta religion. C'est tout à fait normal. Mais ma question est celle-ci. Sous quel type de mariage tu fonctionnes? Lequel des mariages régit ta vie de famille aujourd'hui? Est-ce que tu vis selon les règles et les principes et la vision du mariage coutumier ou du mariage civil ou du mariage religieux? C'est pourquoi avant même d'aller même au mariage, chacun devrait poser cette question à son conjoint. Quel est le type de mariage qui va régir notre vie, l'organisation de notre vie en famille et en couple? Sinon, il va avoir peut-être même c'est même pas peut-être, il y a des contradictions entre ces types de mariage parfois. Vous voyez, je prends le mariage religieux catholique et le mariage civil. Le civil autorise le divorce. Tu peux divorcer. Tu vas à la justice, tu introduis ton dossier. Le mariage religieux catholique prône l'indissolubilité. C'est-à-dire, le mariage, il n'y a pas de divorce. C'est un mariage à vie. Seule la mort va vous séparer. Donc, vous voyez ces contradictions. Alors, si tu te maries et tu ne t'assois pas avec ton conjoint pour voir quel est le type de mariage qui va régir notre famille, l'organisation de notre vie en couple, en famille, mais il peut avoir à un certain moment un mélange, un désordre, voilà, un désordre. Messieurs fonctionnent sous le régime coutumier, c'est-à-dire ils appliquent les règles et les principes du mariage coutumier, pendant que madame applique les principes et les règles du mariage religieux. Ah, si les principes s'accordent, tant mieux. Mais lorsque les principes, il y a un désaccord entre ces principes et ces règles, ben, ça va vous poser problème en famille. Donc, j'attire l'attention des gens. Parce que les couples que j'accompagne, les jeunes que j'accompagne aussi, et je constate qu'il y a souvent ce mélange entre les types de mariage. Ils ne savent pas, ils ne prêtent pas attention à ce qui peut régir leur vie. C'est la même chose lorsqu'il s'agit des mariages mixtes et des mariages avec disparité de culte. Dans le mariage mixte, je ne parle pas de mariage transnational, le mariage interethnique, non, non. Même si cela aussi peut créer problème. Je parle ici du mariage interreligieux. C'est-à-dire, par exemple, pour les chrétiens, voilà, le mariage mixte, c'est un mariage entre un chrétien et un non-catholique. Voilà. Non, je vais dire un mariage entre un catholique avec un non-catholique, un chrétien non-catholique. C'est ça le mariage mixte. Par exemple, un chrétien catholique avec un protestant, un anglican, etc.
C'est un mariage mixte. Mais le catholique a sa façon de voir le mariage. Le non-catholique, chrétien non-catholique comme protestant ou anglican, a aussi sa façon de voir le mariage et la famille. Il y a toute une théologie, toute une spiritualité dans chacune de ces religions. Alors, je pense qu'il est bon de s'asseoir et de voir les ressemblances, les accords et les désaccords avant de pouvoir s'engager dans ce type de mariage. Le mariage avec disparité de culte, c'est par exemple avec un athée ou avec un croyant d'une autre religion. Par exemple, un chrétien et puis un musulman. C'est un mariage catholique, un catholique et un non baptisé, un athée ou croyant d'une autre religion. Ah, là aussi, le problème peut se poser. Les règles et les principes du catholique sont différents des règles et des principes du non-croyant, du musulman par exemple. Alors faites attention à ces différences-là et vous allez voir comment vous pouvez harmoniser. S'il n'y a pas possibilité d'harmonie, il ne faut pas s'engager. Car cela va vous créer, va disloquer votre famille plus tard. Quand vous vous mariez, vous voulez vous marier à un non-catholique, à un non-baptisé. Et, par exemple, un chrétien qui veut épouser une non-baptisée, une musulmane. Mais posez-vous la question, mais est-ce que la partie non chrétienne va accepter les 4 piliers du mariage chrétien, à savoir la fidélité, la liberté de consentement, l'indissolubilité du mariage et la fécondité du mariage. Vous voyez, c'est des éléments, parfois, j'allais dire petits, mais qui ont une grande importance puisqu'ils fondent le mariage et la famille. Alors, juste ce constat, ces 2 constats pour attirer votre attention. L'importance de le manque de formation que dans la vie de certaines personnes par rapport au mariage et à la famille. Pendant ce temps, ils courent vers des formations pour créer des entreprises et aussi le type de mariage où souvent on ne fait pas attention à la vision, aux règles et aux principes qu'il y a derrière ce type de mariage, que ce soit coutumier, que ce soit civil ou que ce soit religieux. Alors, c'est mon constat pour qui vous amène à réfléchir pour ce week-end-là. Alors, je souhaite que chacun puisse voir clair dans cela et que chacun puisse discerner sérieusement et savoir là où il va. Où est-ce que je vais? Quel type de mariage je vais adopter, célébrer? Quel type de famille je vais créer, je vais fonder? Alors, bon courage à tout un chacun et je prie Dieu que l'expérience amoureuse et familiale que chacun voudra vivre puisse être une expérience heureuse. Alors, bon week-end à tous et à toutes.